Salut le jeune, tu l'entends cette petite musique au loin? Cette petite musique, c'est le bruit du baccalauréat qui s'approche, mon jeune. Eh oui, mon jeune, on est presque à la fin du programme. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ce sont les mécanismes clés du chapitre de regard croisé de terminale qui s'intitule « Quelle action publique pour l'environnement ?» Regard croisé, ça veut dire un chapitre qui mélange de l'économie et de la sociologie. Donc cette vidéo, mon jeune, elle sera divisée en 3 temps. Premièrement, un panorama des mécanismes. Deuxièmement, un zoom sur les 5 mécanismes qui me semblent vraiment importants. Non pas que les autres ne soient pas importants, mais voilà, un petit détail. Je te rappelle, le jeune, que tous les mécanismes se trouvent dans les commentaires. Et troisième temps, on regardera 2 sujets de bac, un sujet de C1 et un sujet de dissertation, et je me mettrai un petit peu dans la peau de celui qui découvre ce sujet avec quelques petits bons réflexes à acquérir. Allez, c'est parti mon jeune. Premier élément, pourquoi les mécanismes aussi si importants? Le jeune, je te l'ai répété 10 fois, donc j'imagine que tu l'as bien vu. Donc maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc comme je disais, 10 mécanismes. On va faire un petit zoom sur 5 mécanismes qui me semblent importants. C'est parti pour le premier mécanisme. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme, on va dire c'est une perspective plutôt de sociologie sciences politiques. L'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on appelle un problème public, qu'est-ce qu'on appelle une mise à l'agenda. En matière environnementale, comme dans bien d'autres domaines, mais là ce qui nous intéresse, ce sont les questions environnementales, c'est l'idée selon laquelle il y a des phénomènes que l'on observe, notamment mis en exergue par des scientifiques, par exemple, des experts, etc., et qui vont en quelque sorte donner l'alerte sur certains éléments, par exemple sur les réchauffements climatiques, on peut pointer le rôle du GIEC. Ces éléments vont participer, vont amener dans un certain nombre de cas une médiatisation de ces questions, c'est-à-dire une reprise par les médias, par les journaux de ces différentes questions, et donc une sensibilisation de la part du grand public et de la part des acteurs mobilisés. Progressivement peut se construire ces éléments comme un problème public, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à émerger dans le débat public, ils vont se mettre à exister dans le débat public. Donc ces sujets investissent le débat public, médiatique, politique. Et dans un certain nombre de cas, ce qu'on va observer, c'est une mise à l'agenda, c'est-à-dire que les politiques vont mettre ces sujets dans leur agenda politique et se mettre à les traiter avec, dans un certain nombre de cas, la mise en place de politiques publiques. Je te donne un exemple, c'est bien d'en avoir un sous le coude pour illustrer, un parmi d'autres, puisqu'il peut y en avoir une multitude. Phénomène observé, le cas des pollutions plastiques, notamment des microplastiques, qui a amené à une certaine médiatisation, et le fait que les scientifiques ont montré notamment les désastres des microplastiques sur les organismes marins, par exemple, les poissons et autres. Et donc ça a amené à une certaine prise de conscience, relayée par différents acteurs, comme certaines associations et ONG. Et donc ce sujet a investi le débat public et a amené dans un certain nombre de pays, par exemple, des réglementations sur les plastiques et l'interdiction des plastiques à usage unique, comme des sacs plastiques ou encore des pailles. On change de mécanisme, on va maintenant observer, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les instruments. C'est ça le gros morceau du chapitre. On voit 4 instruments. La réglementation, la taxation qui a 2 volets, la taxation et la subvention. Les subventions à l'innovation verte qui est un autre morceau. Et le dernier morceau, c'est le marché des quotas d'émissions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est important de maîtriser un petit peu la mécanique. Qu'est-ce qui se passe si on met en place une taxation? Si on met en place une taxation environnementale pour les consommateurs, ça génère quoi? Ça génère une hausse artificielle du fait de l'intervention de l'État sur ce sujet, hausse artificielle du prix d'un produit qui a été choisi comme émettant des externalités négatives. Externalité, mot-clé de ce chapitre à bien maîtriser, c'est-à-dire l'impact de l'action d'un agent A sur un agent B sans qu'il y ait de compensation monétaire. Cet impact il peut être positif ou négatif, en l'occurrence ici des externalités négatives. Ça amène une diminution de la consommation de ce produit et un report des consommations vers des produits qui sont moins émetteurs d'externalités négatives.
Et donc ça amène une baisse des impacts environnementaux et intérêt pour l'État, des recettes fiscales pour dépolluer. Ça, cet élément, c'est ce qu'on appelle parfois le double dividende, c'est-à-dire mettre en place une taxe amène deux intérêts, un intérêt environnemental et un intérêt fiscal. Même remarque tout à l'heure, c'est pas mal d'avoir un bon exemple sous le coude. L'exemple classique, mais qui fonctionne très bien, c'est le cas du malus pour les véhicules émetteurs de CO2. C'est une taxe qui renchérit leur prix jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le dernier barème. Et du coup, ça permet de pousser les consommateurs à choisir des véhicules qui soient moins polluants. On change d'outil, on passe sur la subvention, non pas la subvention en miroir de la taxation, mais un autre outil qu'on nous demande de traiter qu'on appelle les subventions à l'innovation verte. Que se passe-t-il quand il y a subvention à l'innovation verte ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État ici va jouer un rôle particulier et il va financer, à l'aide de ses deniers publics, les entreprises pour les pousser à se lancer dans des programmes de recherche et développement verte. Par exemple, je sais pas, la pile à hydrogène, une nouvelle génération d'éoliennes, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça fait pour les entreprises ? Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de diminuer le risque technique et commercial qui est lié au programme de recherche. La recherche, c'est incertain et coûteux. Donc, c'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que ça coûte de l'argent à une entreprise, mais les résultats sont incertains. On ne sait pas si ça va mener à une innovation. Donc, si l'État, il aide par une subvention, ça diminue ce risque pour les entreprises. Et donc, si les entreprises se lancent dans plus de programmes de R&D vertes, dans ce cas-là, ça va générer de nouvelles innovations vertes. Ces innovations vertes vont avoir un intérêt, diminuer les impacts environnementaux. Accessoirement, mon jeune, tu peux aussi faire un lien ici dans ta tête, et puis pourquoi pas dans ta copie, avec le chapitre numéro 1 sur la croissance économique, c'est-à-dire que là, on retrouve une dynamique un peu de croissance intensive, c'est-à-dire de croissance par l'innovation, donc de nouvelles innovations qui génèrent de la croissance. On change d'outil, mon jeune, et on va voir le marché des quotas. Donc là, c'est un outil qui fonctionne selon le mécanisme de l'offre et de la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Bien maîtriser, je sais pas, des concepts comme la loi de l'offre et de la demande. Que se passe-t-il si l'offre de droit à polluer est supérieure à la demande de droit à polluer? Que va-t-il se passer en matière de prix? Donc on imagine une situation, donc là c'est un petit peu en préambule, la demande de droit à polluer est supérieure à l'offre de droit à polluer. Donc, mécanisme économique de base, souvenir de première, ça va amener une hausse du prix du droit à polluer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour les entreprises fortement émettrices de CO2, ça va leur amener une hausse des coûts de production. Et donc, ça va leur amener un encouragement plus fort, ça va pousser un encouragement plus fort pour les entreprises fortement émettrices à aller vers des technologies propres. Donc ici, l'outil génère un changement de comportement chez les entreprises. À l'inverse, on imagine que l'offre de droit à polluer, elle est supérieure à la demande, donc ça amène une baisse du prix du droit à polluer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les entreprises, c'est des coûts plus faibles, notamment pour celles qui sont fortement émettrices de CO2. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact ou peu d'impact sur les coûts de production. Et donc en fait, ça va décourager les entreprises qui sont très émettrices à aller vers des technologies propres. Ici, on voit bien un des points qu'on va retrouver avec tous les outils qui est très important, mon jeune, c'est la difficulté à trouver le bon niveau. Le bon niveau de prix, la bonne quantité de quotas, le bon niveau en matière de réglementation, c'est vraiment quelque chose de délicat pour la puissance publique. Trop de droits à polluer égale pas d'impact environnementaux, c'est ça. Pas assez de droits à polluer égale des impacts environnementaux, des conséquences positives pour l'environnement, mais ça peut aussi avoir des conséquences en matière de compétitivité des entreprises. Dernier élément qui est important, c'est les questions des stratégies de passagers clandestins. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? Petit souvenir de première, les stratégies de passagers clandestins, c'est lié à des situations qu'on appelle de type dilemme du prisonnier en économie, c'est-à-dire que la
décision que va prendre un agent économique va être influencée par ce qu'il pense que va faire l'autre agent économique. Donc en fait, c'est des situations où on peut représenter ça sous forme d'une petite matrice, agir ou ne pas agir pour un agent A, et que se passe-t-il, agir ou ne pas agir pour un agent B. Donc on imagine une situation, si tous les États ils vont mettre en œuvre des politiques environnementales ambitieuses, sauf un, que va-t-il se passer? Celui-ci profite des efforts des autres. Moins de pollution, moindre réchauffement climatique, alors que lui n'a fait aucun effort en matière de réglementation, de taxes, de marché de quotas. Il n'a pas pénalisé ses entreprises en matière de compétitivité, il n'a pas pénalisé ses consommateurs en matière de hausse du prix. Donc lui, il est le passager clandestin. Le passager clandestin, c'est le free rider, celui qui profite d'une situation sans en assumer les coûts. Toi, le jeune, par exemple, quand tu montes dans le tram et que tu n'as pas payé ton billet, c'est toi le jeune qui est le passager clandestin dans ces cas-là. Donc, ce qu'on va constater, c'est que, en fait, chaque pays, si on prend une logique rationnelle à l'échelle du pays, chaque pays pris isolément, il a intérêt à faire le passager clandestin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a intérêt, rationnellement, dans une analyse coût-avantage, à attendre le plus longtemps possible que les autres pays s'engagent dans l'action. Et à l'inverse, aucun pays n'a intérêt à s'engager tout seul tant qu'il n'a pas la conviction que d'autres suivront. Et ça, cet élément, c'est un élément explicatif du frein, de l'inaction, enfin, c'est un élément explicatif du frein par rapport à l'action climatique. Ok, on va maintenant, le jeune, dans un dernier temps, se mettre un petit peu dans la peau d'un prof, regarder quelques sujets avec un regard, avec les réflexes importants que tu dois avoir. Donc, par exemple, un premier sujet, un sujet de C1. Montrer qu'en présence de biens communs, l'action publique pour l'environnement est contrainte par des stratégies de passagers clandestins. Donc, je te rappelle, mais ça tu dois savoir, mon jeune, quand on est dans une EC1, il y a des mots-clés. Donc, bien commun ici et les stratégies de passagers clandestins. Réflexe numéro 1, EC1, comme dans bien d'autres épreuves, ce qu'il faut, c'est montrer tes connaissances à ton prof. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dire une phrase pour annoncer quel type de réponse on va faire, et ensuite, on pose des définitions, manière de montrer à ton correcteur que tu maîtrises bien ton cours. Bien commun. Qu'est-ce qu'on appelle un bien commun? C'est un bien qu'on dit rival et non excluable. On explique pourquoi, etc. Ensuite, stratégie de passager clandestin. Qu'est-ce que c'est une stratégie de passager clandestin? Je viens d'en parler à l'instant. Et donc, en fait, voilà, tu poses tes éléments de définition et ensuite, tu vas rechercher le mécanisme dont tu as besoin. Et là, le mécanisme que je viens de présenter à l'instant, tu le présentes. Tu peux, mais tu n'es pas obligé, parce que là, c'est pas mentionné de mettre un exemple. Et voilà, 4 sur 4, le jeune, à ton EC1. On change de sujet, on regarde un sujet de dissertation. Sujet de dissertation intitulé « Dans quelle mesure les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour l'environnement sont-ils efficaces ?» Donc ça, si tu regardes un petit peu les sujets de dissertation, il faut bien que tu aies conscience que dans chaque chapitre, en gros, on peut faire maximum 2 à 3 sujets de dissertation qui soient vraiment différents. Donc celui-là, c'est le méga classique avec quelques variantes dans la formulation, mais il est extrêmement classique. Donc ce sujet, il interroge sur quoi? Il interroge sur les instruments et il interroge sur leur efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être au taquet sur les 4 instruments dont j'ai parlé tout à l'heure: réglementation, taxation, subvention à l'innovation verte et marché de quotas. Il faut bien savoir les présenter, leur mécanique. Et ce qui est très important, puisqu'on t'interroge ici sur leur efficacité, c'est de connaître leurs avantages et leurs limites. Parce que le jeune, tu auras bien observé, puisque tu es un fin limier, que ce sujet, il commence par « dans quelle mesure ?» Dans quelle mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sujet débat. Ça veut dire dans une certaine mesure, ils sont efficaces, mais dans une autre mesure, ils ne sont
pas efficace. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis au brouillon, je vois que c'est un sujet débat, je peux déjà faire mon plan en 2 grandes parties très simples. Petit réflexe dont je t'ai déjà parlé, mais que tu n'as sûrement pas oublié, je reprends les mots du sujet pour formuler mes titres de grande partie. Les instruments des pouvoirs publics sont dans une certaine mesure efficaces pour l'environnement. Ça, c'est mon grand 1. Grand 2, néanmoins, les instruments dont disposent les pouvoirs publics présentent certaines limites. Tu fais ça, protection contre leur sujet. Donc là, tu as ton plan en 2 grandes parties, et après, tu es au brouillon, et tu vas rapatrier tous les mécanismes qui ont trait. Là, on a 2 mécanismes sur la réglementation, une sur la taxe, une sur la subvention des consommateurs, une sur les subventions à l'innovation verte, taxes et inégalités, marché de quotas. Donc en fait, tu es au brouillon, tu rapatries tous tes mécanismes, tu les poses, etc. Et après, on va assembler le tout. L'objectif, c'est d'avoir une certaine cohérence, un certain équilibre. Donc on a dit qu'on avait nos 2 grandes parties, les instruments sont efficaces, pourquoi pas les regrouper 2 par 2 et montrer l'efficacité, dit autrement, les avantages que présente un certain nombre d'instruments. Donc je les présente 2 instruments dans le grand A, 2 instruments dans le grand 2, et ensuite dans mon grand 2, sur les limites des instruments, sur les problèmes d'efficacité, je peux les présenter à nouveau 2 par 2 en montrant les limites. Ça, c'est un plan qui est possible. L'autre plan qui serait possible, c'est d'aller repêcher les éléments qui sont transversaux à tous les instruments. Donc, par exemple, dans les limites, comme j'ai dit tout à l'heure, si on procédait de cette façon-là, dans les limites, c'est-à-dire dans le côté inefficace des instruments, on pourrait avoir un grand A, par exemple, sur le fait qu'il y a une difficulté pour les pouvoirs publics à trouver le bon niveau. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, et deuxième élément, on pourrait mettre autre élément transversaux. L'idée de dysfonctionnement de l'action publique, c'est quelque chose qui est transversal à tous ces éléments. Voilà le jeune, le bac approche. Je compte sur toi, mon jeune. J'ai confiance. Allez, au boulot.